je remercie les gens d'agriculteurs en Bretagne parce qu'ils font connaître ça. Deuxième chose, l'importance des leaders. Je te le disais, Julien, quand j'étais au téléphone. Je crois que, vous voyez, c'est quand même bien. Moi, je félicite les 3 personnes qui sont autour de moi. Moi, je ne suis pas du milieu, mais qui bossent chacune. Donc, d'être là, tranquillement, je veux dire, même si on exprime des divergences, on se parle et ça manque en Bretagne. Je veux dire que le choix des leaders, moi, je le dis vraiment, c'est très fort. Paysans, choisissez mieux vos leaders que vous les... Enfin, je m'excuse, je vais désigner quelqu'un. Il n'est pas normal que Thierry Mérès soit resté à son poste aussi longtemps. Alors, je veux bien dire que c'est un mec qui bosse, qui s'exprime. Je veux dire que son discours de 2011, reprenant de manière caricaturale la ligne de conduite d'Alexis Gourvenec, c'est suicidaire. Je veux dire que si c'est ça qu'on veut en Bretagne, alors là, il faut fermer la boutique. Je le dis, alors là, vraiment très fermement. Et alors, ceci pour dire, souligner la qualité des 3 personnes qui sont autour de moi, c'est-à-dire qu'il faut voter pour des gens comme André, comme Daniel, ou comme... Et pas comme des... Je veux dire, je le sais parce que mon neveu... Là, je parle, excusez-moi, je parle avec nous votons. Je dis aux paysans, mon Dieu, je veux dire, je le vois bien chez mon neveu, il y a la prime à la grande gueule. C'est-à-dire celui qui gueule le plus fort, qui exprime le slogan le plus simple, on le suit et on y va. Je veux dire que bon, ben ça, il faut arrêter ça. La société, je veux dire, plusieurs de mes interlocuteurs l'ont dit, enfin je veux dire aussi bien Guy Dartois, qui était ancien président de la coopérative, Jean Salmon justement, la société s'est saisie des problèmes agricoles. Donc on n'est plus à l'époque où il y avait les paysans qui menaient les villages, qui faisaient la pluie et le beau temps, qui sortaient leurs tracteurs et qui c'est fini ça. Je veux dire, alors peut-être qu'il y a des gens qui reconnaissent les efforts faits, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Et donc la bataille de l'opinion, elle est décisive aussi. Parce que, je veux dire, on va au bout du bout, la question elle est politique, elle est politique au niveau national, elle est encore plus politique au niveau européen. Mes voisins l'ont très bien expliqué tout à l'heure. Et donc, on a besoin dans cette bataille politique que l'opinion suive les paysans. Et alors, je nuance un peu certains propos qui sont trop souvent. Les Français aiment bien leurs paysans, je ne suis pas si sûr que ça. Je ne suis pas si sûr que ça. Les Bretons, oui, mais pas partout. Et il y a une coupure, j'ai des gens dans le bouquin, cette coupure a été vécue depuis 20 ans, il y a des urbains qui ne comprennent pas certaines méthodes des paysans. Je veux dire qu'il y a aussi à balayer devant leur porte, quoi. Donc, et choisir ses leaders, ça me paraît fondamental. J'insiste là-dessus, parce que... Donc bravo les gars et la fille, mais malheureusement, il n'y a pas que les gens comme vous. Je crois que la Bretagne... Si vous voulez, il y a quelque chose que je comprends pas. Oui. Vous nous dites 60% du coût de production des porcs, c'est la nourriture. Or, quand ça va pas bien, bizarrement, on a l'impression que vous oubliez vos fournisseurs de nourriture et vous vous tournez vers l'État français, les autorités européennes, la grande distribution, vers ce qu'on pourrait appeler l'aval, enfin les autres, mais vous ne regardez pas derrière vous qui vous fournit cette nourriture et pourquoi elle n'arrête pas d'augmenter dans des proportions qui sont insoutenables pour vous. On a participé à quelques réunions cet été. Je peux vous assurer que les présidents de COP qui étaient là, ou les vendeurs d'aliments qui étaient là, se sont fait sacrément chahuter, sacrément remis en cause, effectivement, à partir du moment où l'aliment il monte, et ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé aussi dans le mouvement, au moment où on apprenait tout ce qui se passait par rapport au retrait de Copper, on avait un SMS comme quoi l'aliment augmentait. Je crois que les agriculteurs, par exemple quelqu'un comme moi qui n'a rien en termes de terre, parce que sur mes faillis 10 hectares, j'en ai 8 en herbe parce qu'ils sont en zone humide, vous voyez un peu le niveau, à un moment donné, effectivement, on se retourne vers l'amont et vers l'aval. Après, on est aussi, on sait pertinemment que effectivement l'aliment qui arrive chez nous, il est tributaire d'un prix de blé, d'un prix de ceci, d'un prix de cela. Donc ne pensez pas que les agriculteurs ne se retournent pas, y compris vers leurs fournisseurs. On fait ça et on le fait au quotidien. Alors ça se voit effectivement moins, puisque ce sont des interpellations internes. Alors il y a eu des choix qui n'ont pas été faits il y a 2 ans par la réforme de la PAC,
qui n'a pas été réorienté encore suffisamment vers l'élevage, mais qui est resté toujours orienté vers les céréales, grâce à cause, je dirais, des céréaliers, et du poids des céréaliers, du poids de Xavier Belin et compagnie, parce que le prix des céréales, effectivement, la demande mondiale est énorme. Sauf que le prix des céréales augmente, en général. D'accord? Mais le prix des primes qui sont données aux céréaliers ne baisse pas vite. Ne baisse pas vite. Donc là-dessus aussi, il y a certainement un travail à faire sur la politique agricole commune. La politique agricole commune, quand je parlais tout à l'heure du nombre de paysans qui disparaissent partout en Europe, hein, c'est pas que chez nous, mais les 400 dans le Morbihan, on est multiplié par tous les départements d'Europe, ça fait du monde qui disparaît. Si demain on disait, on mettait une politique, les politiques agricoles en général, la PAC, les politiques françaises, et aussi les politiques de chambre d'agriculture au service des paysans et de l'alimentation. Parce que moi, ce que je vois demain avec l'agriculture telle que veut Xavier Belin et ses copains, c'est une agriculture à deux vitesses. La dualisation de l'agriculture, les petites niches. Moi, je pourrais être dans une petite niche aujourd'hui. D'accord ? Et puis une autre pour le reste, pour aller sur le marché mondial, etc. Je refuse la dualité de l'agriculture pour une seule et bonne raison. Parce que c'est pas bon pour le territoire, c'est pas bon pour l'emploi, mais aussi parce que je suis citoyen. Et que moi, je refuse une alimentation à deux vitesses. D'accord ? Je refuse de produire mon lait ou ma viande pour les bobos. Je refuse ça. Je vends des caissettes de viande chez moi, de mes vaches, je les vends à mes copains. D'accord ? Et je ne les vends pas au prix qu'on pourrait trouver dans les magasins. D'accord ? Je les vends à 12 € le kilo, je les vends, même si ce n'est pas en bio, c'est pareil. Je refuse ça. Et ça, je trouve que c'est aussi la base des politiques agricoles, et je crois qu'on a un gros travail à faire là-dessus. Je voulais repréciser aussi une chose par rapport à ce qu'il dit sur la chance de la Bretagne. La Bretagne a fait énormément d'efforts par rapport à l'environnement. D'accord ? On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on entend dans les discours qu'il faut faire sauter les normes. Je sais ce que ça veut dire, faire sauter les normes par certains, c'est-à-dire s'agrandir. D'accord ? La chance de la Bretagne, c'est tous les efforts qui ont été faits, qui commencent à payer sur la qualité de l'eau, etc., sur la communication qu'on peut faire avec les autres de la société. Putain, mais profitons-en là. Ne les faisons pas sauter. Gardons-les et faisons une force. On a une chance, on a un tour d'avance sur les autres régions de France et bien d'autres régions d'Europe. Je trouve que c'est vraiment dommage. Mais juste par contre, par rapport à la dualité, et si on va dans la logique qu'il dit là, je peux vous dire qu'en Bretagne, en produisant 125 000 litres de lait par agriculteur, ben, les salariés qui sont autour de nous, il va falloir qu'ils trouvent du travail ailleurs. Ça c'est clair. Moi je suis pas d'accord. Et beaucoup. Et on fait en combien de gades? J'aurais demandé pour planter le décor par rapport à l'histoire, est-ce que depuis 20 ans, les productions ont énormément augmenté? On a l'impression que c'est une catastrophe, mais on produit de plus en plus, on vend de plus en plus, et en plus on nous dit à Carré, ils vont faire des usines de lait en poudre. C'est pas de la... D'ailleurs, vous venez d'évoquer le fait que la demande céréalière augmente massivement dans le monde. C'est vrai que les Chinois prennent des tonnes de terre, c'est vrai que les alimentations changent. Donc finalement, on est très triste parce que bon, on a tous des copains, enfin, on connaît tous des Bretons dans cette situation, donc on est sensibilisé à ça, mais on se dit en même temps, le marché est extraordinaire. Il augmente massivement. Donc c'est plutôt... Et quelque part, c'est une crise. Non mais, et dans ce que vous dites là, nous on le vit dans le Finistère, c'est pas on va faire à Carré, ils sont en train de finir l'investissement. Il faut voir le truc. Moi quand je passe à côté, des fois ça m'interroge quand même quoi. D'un côté, je considère que c'est une chance formidable de voir des industriels qui investissent sur notre territoire, ce qui veut dire qu'il leur faudra de la matière là, sur notre territoire. Et puis de l'autre côté, mes collègues, et moi-même aussi par moment, actuellement, je dis mais merde, on va pas produire quand même à vil prix quoi. Donc c'est là que des fois on a un peu de mal là, dans le moment quand même quoi. Et surtout qu'il y a un marché pour avoir une idée, vous parlez des 300 têtes de truies chez vous, 500 en Allemagne, 1200 en Espagne, chez nous à 1,40 kg on n'y arrive pas, c'est juste. Et à combien, à quel prix produisent les Espagnols, pour quelle qualité? En fait, le modèle des pays du Sud, même pas que les Espagnols, est complètement différent de nous. Eux, quand ils sont agriculteurs, ils sont chez eux, ils ont leur structure, c'est-à-dire leur bâtiment et leur terre. Et ils ont ce qu'ils appellent des compagnies qui viennent leur proposer un contrat pour travailler. Et en fonction du travail qu'ils vont mener tous les ans, ils auront, entre guillemets, le salaire de leur travail.
Voilà le système qu'ils ont. L'intégration. Nous, on appelle ça de l'intégration. Sauf que moi, quand je discute avec eux, aujourd'hui, je discute avec eux, ben, ces gens-là sont aujourd'hui heureux. Voilà. Parce qu'ils gagnent bien leur vie lorsqu'ils travaillent bien. Voilà. Et que nous, malheureusement, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des jeunes là, qui travaillent bien aussi, et puis qui n'arrivent pas. Ça, je le trouve dur. Quoi. Mais alors, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Mais 70% des producteurs espagnols ont disparu aussi. Juste par rapport à la tu m'as coupé tout à l'heure. Oui, vas-y. On se découpe pas. Non, c'était par rapport à ce que disait monsieur, et en fait, ce que tu as redit tout à l'heure est très bien. Je suis productrice de porc dans une baie algue verte, ça n'aura échappé à personne, c'est la baie de Saint-Brieuc. Donc, le défi environnemental, est-ce que effectivement ça me coûte je connais. On a travaillé à la mise en place des plans algues vertes pendant quelques années. On est maintenant, et tu l'as dit tout à l'heure, dans ces baies-là et globalement en Bretagne, en train de gagner le pari de l'environnement. Tout n'est pas fait, tout n'est pas gagné, mais on est en train de le gagner. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on va, et on a fait la preuve, là, depuis quelques années, qu'effectivement, on était capable de produire, et il faut produire, dans le sens de ce que vous dites, et on n'a pas de plan B en Bretagne. Hein. Il n'y a pas autre chose. Hein. On a un temps qui est certainement très beau de temps en temps, mais quand même, de temps en temps, c'est pas terrible. Donc le tourisme, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de plan B. Donc effectivement, l'agriculture telle qu'elle est faite aujourd'hui, même si on perd des collègues, on est les premiers à le regretter, on fait en sorte d'en faire le moins possible, l'agriculture et l'agroalimentaire qui va avec, c'est la composante économique. Donc si on arrive, comme on est en train de le montrer, à avoir et des gains environnementaux et une région qui est capable effectivement de produire de l'élevage, d'avoir du monde et d'avoir effectivement demain des marchés derrière, bah, je trouve qu'on aura quand même aussi sacrément contribué à une production nationale et aussi fait en sorte que maintenir de l'emploi chez nous. Et les gens ils s'y trompent pas là-dessus. Comme ça. Parce que si la demande, là on parle de la demande extérieure, par exemple, la demande mondiale. Déjà on maintient, on baisse en. Si on perd 400 par département par an, non mais tu sais très bien qu'on baisse en effectif d'élevage. Oui, en effectif bon, d'élevage. Donc à un moment donné on va passer le nombre de paysans diminue. Si on continue. La baisse du nombre de paysans, c'est pas une loi naturelle. Mais on baisse en paysans, ok, on a augmenté en salariés également. Tout le monde ne veut pas être paysan. Moi j'ai des enfants, ils ne veulent pas être paysans. Donc on a aussi augmenté un peu en salariés. Et effectivement ça, à un moment donné, tout ça, ça va être la somme de personnes, d'hommes et de femmes qui continuent de travailler en agriculture. Alors ils ne seront peut-être pas chefs d'entreprise, ils ne seront peut-être pas paysans, ils seront salariés d'agriculteurs qui fonctionneront un peu sous un autre modèle. Parce que si on prend salariés plus paysans, il y en a plus qu'avant. Parce que c'est une nuance qu'on ne connaît pas du tout. Non mais vous saviez comment on travaillait avant? C'était comme ça avant. Hein. Non, je sais. Aujourd'hui c'est plus comme ça. Quand vous comptez les paysans, vous ne comptez pas les salariés quand vous donnez des chiffres. Non, ce qui est, voilà, il ne comprend pas ça. Être salarié d'agriculteur, voilà, on a une génération qui gérait son exploitation. Ça prévoit quoi pour la suite? Il faudra de plus en plus d'argent pour racheter. Enfin, si on regarde les PME dans le bâtiment en France, on avait plein de PME qui étaient progressivement rachetés par les grands groupes. Et est-ce que du coup, le fait de pouvoir maintenir des paysans propriétaires, est-ce qu'on risque pas de préparer une concentration de l'agriculture et qu'à terme, elle repose juste entre les mains de quelqu'un? Dans le livre, d'ailleurs, on peut se poser la question. On peut se poser la question. Il y a justement un éleveur qui dit, je prends l'exemple argentin en disant il y a de plus en plus de fonds de pension. C'est un voisin de Dominique qui travaille à côté de Musillac, c'est le fils d'un grand syndicaliste du Morbihan qui s'appelait, il est mort malheureusement il y a 2 ans, René Bodiguet, que tu connais bien. Et son fils qui travaille dans le bio m'a dit ça très clairement. C'est-à-dire que c'est ce que je disais d'emblée, c'est-à-dire au passage de la ferme à la firme, il y a quand même ce risque-là. Alors, moi je suis très... Oui, enfin, il faut que vous compreniez, chers amis, chers collègues, que c'est une bataille, j'allais dire presque de civilisation. Ce qu'exprime André, alors Dominique, on sait bien sur son point de vue, c'est le point de vue des minoritaires qui depuis les années 70 se disent qu'il aurait fallu ouvrir une autre voie en Bretagne. Malheureusement,
pour eux, et peut-être pour la Bretagne, on peut le penser, cette voie n'a pas été suivie. Donc, dans la voie majoritaire, la voie d'André et de Daniel me paraît importante parce que est-ce qu'on va maintenir des fermes, vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on va arriver à des unités de production? C'est ça un peu le risque, parce que derrière votre question, c'est ça. C'est-à-dire que où on aura des chefs d'entreprise, des managers, et puis donc des salariés en dessous, voire des sociétés sous-traitantes, comme le font les céréaliers maintenant. Je veux dire, donc, est-ce que c'est le modèle qu'on veut pour l'agriculture française? Est-ce que c'est le modèle qu'on veut pour la Bretagne? Je suis très... Ouais, c'est très important, et moi je souligne quand André, Daniel, Dominique, avec leurs voix divergentes, les disent, ils parlent en breton, c'est-à-dire qu'ils parlent en gens qui veulent défendre des pays. Non mais moi je suis très... c'est pas rien ça. Parce qu'on pourrait avoir des... Mais oui, mais il y a des gens, je veux dire, il n'y a pas le secteur économique où les gens s'en foutent des territoires sur lesquels ils sont là, ils déménageront, éventuellement ils délocaliseront, enfin je veux dire, donc il y a ce que j'appelle ce clivage. Est-ce qu'on va passer de la ferme à la firme? C'est une redoutable question. Mais il y a des facteurs qui poussent en ce sens. Ce que dit Paul là, en fait, tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis les salariés en dessous. Oui. Non, moi j'ai des salariés à mes côtés. D'accord? Sur en dessous, sur mes côtés. Parce que mon entreprise, pour qu'elle fonctionne, il faut que j'ai des salariés motivés, compétitifs, formés. Donc voilà. Et puis il y a des gens qui peuvent être salariés. Bien sûr, les salariés, bien sûr. Tout à fait. Par contre, le sujet, c'est la transmission. Ça, c'est un sujet qui arrive. Quand on est dans des boutiques, entre guillemets, telles que la mienne et plein d'autres, voilà, où on arrive quand même avec des capitaux d'exploitation en millions d'euros. D'accord? En millions d'euros. Donc, le sujet qui est devant nous, là, c'est la transmission. Moi, je ne suis pas trop inquiet si l'agriculture devient un jour rentable. Là, je ne suis pas inquiet. Par contre, si on est dans des contextes comme actuellement, effectivement, moi le premier, voilà quoi. Et là, ça va être un vrai problème. Voilà. Par rapport à la transmission, il y a juste, par rapport à la transmission, aujourd'hui, effectivement, se pose la question de comment est-ce qu'on peut avoir des jeunes qui viennent s'installer en agriculture, dont on sait que pour quasiment 30% d'entre eux, ils ne sont pas issus du milieu agricole, mais ils ont envie de venir travailler dans les exploitations. Comment est-ce qu'on peut apporter à ces jeunes-là, en termes de garantie, voire effectivement de financement, des capitaux qui restent des capitaux familiaux, qui ne soient pas effectivement des capitaux qui arrivent de je ne sais où, à travers des fonds de je ne sais quoi. C'est ça notre gros enjeu aujourd'hui, c'est de rester effectivement sur des modèles familiaux. Et avec des salariés, moi j'ai 2 salariés, je prends un week-end sur 2, et je pars en vacances de temps en temps, et effectivement tant mieux. Oui, mais justement là-dessus, on sait que les coopératives ont eu une place importante aussi dans un outil de régulation. Donc avec dans un territoire qui était, où le marché était moins, l'enjeu du marché était moins vaste, donc déstabilisé par la mondialisation aussi, quelque part. Et donc justement aujourd'hui, comment vous voyez la place des coopératives? On voit bien qu'à partir de la coopérative, on a vu la contradiction dans laquelle se trouve aujourd'hui les coopératives, entre entreprises à faire un marché complètement dérégulé et défenseurs d'adhérents qui ne peuvent pas simplement s'en sortir. Donc comment aujourd'hui, quel rôle et quelle place des coopératives là-dedans et quelle place des agriculteurs pour reprendre peut-être ce que la technostructure a pris en main, mais comment reprendre le pouvoir dans les coopératives? Alors là déjà, parce que bon, une coopérative, la définition, on la connaît depuis tout le temps, elle n'a pas changé. Ce qu'est une coopérative, et ce sont nous, les agriculteurs, qui sommes les leaders et les gens qui décident là-dedans. Malheureusement, surtout ma génération, on n'a pas senti, je pense, l'utilité d'être dans ces coopératives. C'est-à-dire être administrateur, être conseiller et être président. Et il y a eu une dérive pour moi, dans partie des années 80, 85, 90. Voilà. Parce que chacun d'entre nous pris dans son exploitation, et puis la coopérative prend mon lait, prend mes cochons, prend mes volailles, enfin voilà, c'est pas mon truc. Voilà. Un vrai problème pour moi, un vrai problème. Et donc là, il y a eu une vraie prise de conscience, la première crise laitière qu'on a eue en 2009, là, qui a eu un choc un peu, où j'ai vu certains de mes collègues, entre guillemets, se réveiller contre leur coopérative. Je me disais, mais tu gueules sur qui? Vas-y, c'est toi. Engage-toi aussi, toi et tes collègues.
Voilà. Donc on a eu ce problème-là. Après, par contre, maintenant, c'est vrai que la difficulté qu'on a quand on est coopérative, et une coopérative est aussi, l'exemple de la Cooperde, l'exemple de Even en lait et puis d'autres, dans le milieu industriel, pour transformer nos produits. Et là, c'est toujours le dilemme entre investir dans l'industrialisation et rétribuer son adhérent. Et c'est là que des fois, il y a eu des choses qui ont été faites qui n'ont pas été, je pense, dans la logique que devrait être une coopérative. Et aujourd'hui? Mais est-ce que c'est compatible? Ou alors tu fais comment? Tu les ai privés de prendre la main? Non, mais dans un marché. Il y a une logique de la coopérative, une logique privée, complètement. Mais à un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, ce que a fait la Cooperde, elle est obligée de choisir. Il y a des variables d'ajustement. Pour répondre à la question, parce qu'on va toujours dans le même sens, sur le marché mondial qui est porteur, le marché mondial peut être porteur, sauf qu'on voit bien, justement, quand ils vont sur le marché mondial, c'est à bas prix. Donc il n'y a pas le marché mondial à bas prix, est-ce que ça nous intéresse? On n'a pas les mêmes conditions sociales, environnementales et fiscales que d'autres peuvent avoir. Les salariés ne sont pas payés au même prix, les paysans ne sont pas payés au même prix. 1 milliard de gens qui crèvent la faim dans le monde, 850 millions sont des paysans. On peut se poser la question. D'accord? On peut se poser la question, on peut élargir le sujet, on peut parler des migrants aujourd'hui, migrants économiques, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à repenser au niveau du développement mondial? Nous, à la Confédération Paysanne, dans le mouvement mondial de la Via Campesina, qui est le plus grand mouvement de paysans, on est pour que chaque région soit autonome au niveau alimentation. Parce que ça a des enjeux. On arrête de boire du café ici. Et ça, voilà. Les Chinois n'arrêteront pas de boire. C'est le genre de discours. Oui, mais non, mais enfants. Et justement, alors là, c'est très bien d'en parler. Parce que dans le commerce, dans le vrai commerce, quand on va sur le marché mondial, ceux qui vont sur le marché mondial, quand on fait du vrai commerce, le commerce il est gagnant, gagnant. Pour l'acheteur, pour le vendeur. Les bordelais, on peut en parler avec eux. Les vendeurs de champagne, on va en parler avec eux. Les vendeurs et d'autres vendeurs, on peut en parler dans d'autres pays. Dire c'est du gagnant, gagnant. D'accord? Donc, et nous, on ne fait pas du commerce gagnant, gagnant. On produit et après, on va le vendre sur le marché mondial, sauf qu'on vend à des prix cassés qui ne reflètent pas ce qui se passe dans notre pays. On a quand même vendu des millions. À un moment, l'Arabie Saoudite nous mangeait des poulets français. Le marché mondial, c'est quand même. Quelque part, c'est des débouchés colossaux, même pour la France. Oui, la France, l'agriculture, est-ce qu'il marche mieux? Ils vont au Brésil parce que pour faire du poulet standard, c'est beaucoup moins cher. Parce qu'ils ont la nourriture là-bas, ils ont des bas salaires que nous. Ou alors, il n'y aura plus d'enfants qui vont travailler. Et maintenant, ils reviennent vers Doux parce qu'ils considèrent que Doux, il y a plus de qualité. Oui, moi j'étais en Arabie Saoudite, j'ai vu des boîtes de poulet, c'était des poulets Doux. C'était pas. Oui, ah oui.